Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à la loi de Malus obtenue après traversée de l'analyseur dans le cas où la polarisation incidente n'est pas linéaire. Revenons tout d'abord sur le cas le plus classique où nous mesurons expérimentalement la loi de Malus dans le cas d'une onde polarisée linéairement suivant une direction en utilisant le montage suivant. Une onde non polarisée d'intensité I0 est émise par une lanterne. Nous plaçons sur un rail un premier polariseur dont l'axe principal est aligné suivant la direction verticale, ici Y, qui va sélectionner la composante de l'onde incidente suivant cet axe. En sortie de ce premier polariseur, nous avons donc une lumière polarisée linéairement suivant Y et d'intensité I0 sur 2. On place ensuite sur ce même rail un second polariseur que nous appelons analyseur et qui va nous permettre de mesurer la loi de Malus en mesurant l'intensité transmise à travers le montage lorsque l'on fait tourner l'axe principal de l'analyseur autour de Z d'un angle θ. Si l'axe de l'analyseur est aligné avec celui du polariseur, toute l'intensité incidente est transmise. On détecte I0 sur 2, le signal normalisé vaut donc 1. Lorsque l'on tourne l'axe de l'analyseur d'un angle θ, l'intensité à sa sortie suit la loi de Malus et sa valeur vaut I0 sur 2 cosinus carré θ, car seule la projection du champ électrique incident suivant la direction passante de l'analyseur est transmise. Lorsque l'axe principal de l'analyseur se trouve suivant X, l'intensité est nulle, car l'axe de l'analyseur et celui du premier polariseur forment un angle de 90 degrés. On dit alors que le polariseur et l'analyseur sont croisés. Cette configuration est très importante, car comme nous l'avons vu précédemment, elle est fréquemment utilisée lorsque l'on cherche à caractériser un élément optique entraînant une rotation de la polarisation. On continue à faire tourner l'axe passant de l'analyseur, on parcourt ainsi toute la courbe de la loi de Malus. Après avoir fait un tour complet, nous obtenons la courbe représentant le cos carré θ, significative de la loi de Malus. La question que nous pouvons nous poser à ce stade est: quelle est la forme de la loi de Malus dans le cas où la polarisation incidente est elliptique? Dans ce cas, l'intensité transmise est proportionnelle à a carré cos carré θ plus b carré sin carré θ, le tout sur a carré plus b carré, où a et b sont respectivement les demi-axes de l'ellipse. Dans le cas d'une polarisation elliptique, la loi de Malus ressemble à celle obtenue dans le cas linéaire, mais avec un contraste diminué. En effet, le minimum n'est plus nul et le maximum ne correspond plus à I0 sur 2. Plus on augmente l'ellipticité de l'onde incidente, plus le contraste de la modulation, défini par le rapport de Imax moins Imin sur Imax plus Imin, diminue. En d'autres termes, plus on augmente epsilon, l'ellipticité, moins on distingue les oscillations. Ainsi, pour une ellipticité nulle, correspondant à une polarisation linéaire, le contraste de la loi de Malus est maximum et vaut 1. A contrario, pour une ellipticité de 1, correspondant à une polarisation circulaire, ce contraste est nul. En effet, si l'onde incidente est polarisée circulairement, quel que soit l'angle de l'analyseur, l'intensité transmise sera constante. Il est important de noter que c'est également le cas si l'onde incidente n'est pas polarisée. En effet, quel que soit l'angle de l'analyseur, la moitié de l'intensité, correspondant à l'une des deux composantes du champ, est transmise. C'est l'une des limites de la loi de Malus, car elle ne permet pas de faire la distinction entre une onde non polarisée et une onde polarisée circulairement. En conclusion, la mesure de la loi de Malus, qui nécessite expérimentalement que peu de matériel, un analyseur et un détecteur, permet de caractériser une onde dont l'état de polarisation est quelconque, sans pour autant permettre la distinction entre polarisation circulaire et lumière naturelle. Dans ces conditions, la position des maxima et des minima nous permet de remonter à l'orientation de l'ellipse ou à l'orientation de la polarisation linéaire. De plus, en mesurant le contraste des oscillations, il est possible de remonter à l'ellipticité de l'onde incidente. Lors de ces mesures de contraste, il faut néanmoins s'assurer que la dynamique du détecteur soit suffisante et permette de mesurer avec le même gain l'intensité maximale sans saturer et l'intensité minimale sans être en dessous du seuil. Si cette condition n'est pas remplie, la mesure du contraste est erronée
et la valeur de l'ellipticité calculée est fausse.